soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on recommence, a priori tout est bon. Je vous disais donc que Steven Moreau n'est pas là ce soir. Je le remplace donc à titre exceptionnel. On lui envoie toutes nos pensées à Steven. Tout va bien pour lui, ne vous inquiétez pas, il va très très bien. Il sera de retour notamment pour la prochaine journée. Ce soir donc, on va comme d'habitude, après chaque journée de D1 de futsal, revenir sur ce qu'il s'est passé à travers toute cette émission. Vous connaissez le principe, on va revenir sur pas mal de choses. On va d'ici quelques instants voir notamment le sommaire qui va s'afficher. On va parler du débrief de la journée. On va revenir sur les temps forts bien évidemment. On parlera avec un invité comme à chaque fois ce soir. Petit indice, il est en région lyonnaise. On fera des quiz également avec cet invité pour en apprendre plus sur à la fois l'invité, sur également le club de l'invité. Et bien évidemment, on reviendra sur le classement, les différents classements, ainsi que la prochaine journée, parce que forcément, il y aura encore des enjeux. Avant de commencer un peu l'émission, on vous rappelle que vous pouvez télécharger. Vous avez juste à scanner. Là, vous regardez, on vous laisse 30 secondes. Vous pouvez télécharger l'application Futsal Zone. Vous prenez votre téléphone, vous scannez ce QR code, ça vous donne accès à l'application Futsal Zone qui a maintenant une application dédiée. Et en plus, cette année, forcément, c'est que la nouveauté, l'application est gratuite et les matchs sont gratuits. Tout le monde peut les voir. Donc, n'hésitez pas à partager en masse pour qu'ainsi, le futsal soit diffusé au plus grand nombre. Ça fait toujours extrêmement plaisir. On va aller voir tout de suite notre invité qu'on va accueillir. Je vous le disais, il est en région lyonnaise. Il va arriver. C'est David Randon du Goal Futsal Club. Salut David, comment ça va? Sois le bienvenu. Salut, ça va? Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. Alors, première fois pour toi dans cette émission, si je me trompe pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, écoute, on est ravis de te recevoir. On va ensemble parler pendant une petite heure. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end, sur ta vie, sur ton histoire. Ce que je te propose, David, si tu es d'accord, c'est qu'on revienne un petit peu sur la journée et qu'on débriefe de tout ça ensemble. On y va. Allez, c'est parti. Débrief donc de la journée les amis, c'était la 5e journée de D1 de futsal, on va tout de suite voir rapidement les résultats de cette 5e journée de D1 futsal. David, on va en reparler, mais vous vous êtes imposé face à l'UJS Toulouse, première victoire pour vous ce week-end. Le Sporting Paris a été vraiment en difficulté face à Kingersheim, on aura également l'occasion d'en reparler. Paris Akaza qui s'est imposé à domicile face aux Normands d'Hérouville sans vraie difficulté, 7-3. L'Étoile Lavalloise s'est imposée également face au Kremlin Bicêtre. Et Nantes s'est imposé largement également face aux nordistes de Béthune à domicile. C'est Toulon qui est allé chercher la victoire à l'extérieur face à l'AC Ajaccio. Victoire 2-1 des Toulonnais. Dans l'ensemble, on observe qu'il y a eu des victoires quasi uniquement à domicile, à l'exception de Kingersheim et de Toulon. David, on va revenir rapidement sur votre match qu'on va voir tout de suite. Alors, match face à l'UJS Toulouse, on l'a dit, score final 2-1, vous avez gagné, première victoire pour le Goal Futsal Club cette saison. On rappelle rapidement les buteurs, Saïd Mazen a ouvert le score 1-0, ensuite il y a une réaction face à l'UJS Toulouse avec l'égalisation de l'ancienne Asnam, on revoit justement ce but, et enfin c'est Amine Ben Cherif qui vous a donné la victoire sur justement cette image qu'on voit, victoire 2-1 pour le Goal Futsal Club. Comment vous avez abordé un peu ce match, David? C'était face à l'UJS Toulouse, qui avait pour l'instant tout gagné, qui fait une saison très impressionnante. Vous n'aviez pas encore gagné. Comment vous avez abordé ce match un peu? Bon, je pense qu'on a abordé comme tous les matchs, on essaye toujours de faire de mieux. On savait que Toulouse il avait gagné les 4 matchs et bon, il était vraiment motivé. Mais bon, nous à domicile, c'est vrai qu'on est un équipe costaud. On a perdu dans les 3 dernières années. Notre premier match, c'était l'année dernière, en championnat. Le premier match de championnat contre Toulouse, c'est le premier match qu'on perd à domicile, en championnat.
Et bon, bah, je pense que c'est équilibré. La première mi-temps, c'était pour Toulouse et la deuxième mi-temps, bah, c'était nous qui on a passé les caps et bah, bon, on a gagné. Quel a été justement le discours du coach à la mi-temps? Tu dis que la première mi-temps était pour Toulouse, la deuxième était un peu plus pour vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la mi-temps? Bon, les choses, c'est que ce match, on pense que peut-être qu'on est inférieur, mais parce qu'on est une équipe qu'on est montée en Liga, mais je pense que, bon, à niveau physique, peut-être qu'il nous manque un petit peu plus tactiquement, et c'est habitué à la Liga, à la DA, mais après, on nous a dit on va essayer de gagner, et bah bon, on a réussi, on était sûr qu'on pouvait faire un bon score à la fin. Qu'est-ce qui pour toi justement a fait la différence? On rappelle depuis le début de saison, vous aviez perdu face à Toulon, face au Kremlin-Bicêtre, vous aviez fait match nul face à Béthune, vous aviez perdu 5-4 face à Kingersheim, donc pas très loin de la victoire. Qu'est-ce qui là a fait la différence pour toi? Selon ton opinion, qu'est-ce qui a fait que toi et tes coéquipiers, cette fois vous avez réussi à gagner? Je pense qu'il nous manque encore l'adaptation en DA. On s'accroche à les équipes, mais à la fin, en DA, quand tu fais des erreurs vraiment graves, à la fin, bah, c'est des buts. En RA ou en D2, c'est pas pareil, tu peux rater, mais tu peux rattraper. Mais ici, si tu rates, c'est mort. Et je pense que dans ce match-là, bah bon, la première mi-temps, il nous arrivait ça. On a eu des erreurs, on a eu du mètre, mais la deuxième mi-temps, on a réussi à être en bloc et bah bon, on a réussi à marquer les deux buts qui nous ont donné la victoire. Et alors rapidement pour parler de ça aussi, c'était votre première victoire, mais en plus elle était à la maison. Qu'est-ce que ça fait? Là on voit sur ces images, même si la salle n'était peut-être pas pleine, le public était vraiment avec vous. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait justement de regagner à domicile? Bah bon, je suis content, surtout moi je suis un compétiteur et mon équipe aussi, mais surtout pour le public. Oh, ils viennent tous les matchs à nous voir et bah bon, c'était compliqué les premiers 4 matchs, mais je suis content surtout pour eux parce qu'ils sont toujours là-bas pour nous encourager. Ok. Alors on revoit justement ces images et ces buts. Là, c'est le but d'Amin Bencherif qui vient justement vous donner la victoire. Victoire donc 2-1 pour le Gaulle Futsal Club face à l'UJS Toulouse. Le UJS Toulouse donc qui enregistre sa première défaite cette saison. Les Toulousains qui restaient sur 4 victoires et qui donc eh bien s'inclinent face aux joueurs de la région lyonnaise. On va passer au deuxième match. C'était le match entre le Nantes Métropole Futsal et le club de Béthune. Bon, clairement, il n'y a pas eu match. Victoire 9-2 des Nantais. Un triplé de Renatinho, un doublé de Varsalona, un but de Chapchet, de Bendali, 2 buts même de Steve Bendali, un but de Gora Diop. Selim Meziani a inscrit un but pour Béthune ainsi que Villaverde. Est-ce que tu as pu suivre un peu ce match, David, ou pas du tout? Non, la vérité c'est que je me suis blessé à la fin des matchs et bon, j'ai regardé un petit peu les scores, mais j'ai pas suivi, j'ai pas Ok. suivi le match. Et donc tu as été blessé à la fin du match. Est-ce que là tout est réglé, tout est 100% pour la prochaine journée ou tu sais pas encore? Bah, on verra, on verra. Mais pour le moment, je me fais mal à la deuxième mi-temps et bah bon, je suis en doute encore. Mais on va voir, on va voir. Bon, très bien. Écoute, on espère que ça ira et qu'on te retrouvera sur les parquets. Je parlais justement de ce match. Victoire 9-2 des Nantais face à Béthune. Nantes rebondit parce qu'ils étaient sur une défaite, les Nantais, face au Kremlin-Bicêtre. 3-2. Béthune qui, eh bien, en revanche, ne confirme pas après s'être imposé face eh bien, au Sporting Paris. Qu'est-ce que tu peux dire un peu sur ces deux équipes-là, notamment cette équipe du Nantes Métropole Futsal? Tu as connu Nantes, on en reviendra dans l'interview. C'était pas encore le club que c'est aujourd'hui. Comment tu analyses un petit peu tout ça, toi, David? Bah bon, chaque année, c'est notre métropole. Chaque année, il est plus structuré. Ils sont dans le top. Et c'est une équipe que, même si ce n'est pas des joueurs vraiment connus dans le monde, et le travail que fait son entraîneur et le travail que fait le joueur, et bah bon, on les voit sur le parquet. Et tactiquement, ils sont forts, physiquement, ils sont bien. Bah bon, ils font des performances vraiment, normalement.
Quelle est un peu la philosophie justement tu me dis hein, si je me trompe ou pas, mais Fabrice Gacugnol est espagnol. Est-ce que peut-être tu retrouves peut-être des mouvements, des tactiques un peu typiques du futsal espagnol ou alors pas du tout? Oui. Ça se voit. Pendant les 5-6 derniers, bon, plus, tous les années, je vois que bon, c'est une équipe qui joue bien au futsal. C'est vraiment une équipe qui joue au futsal. Ok. Victoire donc des Nantais, 9 buts à 2 face à Béthune. On va voir tout de suite le prochain match, c'était le Sporting Paris face à Kingersheim. Alors, match clairement avec un scénario assez dingue parce que le Sporting Paris, vous le voyez sur ces images, ouvre le score. À ce moment-là, il y a un but à 0, but d'Eder qui vient marquer donc le premier but parisien. Derrière, il y a une réaction, c'est Mathéos qui vient égaliser sur cette superbe frappe. Il y a un partout. Va ensuite y avoir des buts de Marginho ainsi que de Oscar Morgaté, également de Marouane Abarki et d'Emmanuel Giovinazzo. Même si le Sporting Paris va inscrire un but notamment de Sid Belhach qui va réduire l'écart, mais finalement score final 5 buts à 2 pour Kingersheim. Le Sporting Paris qui pour l'instant n'arrive pas à trouver vraiment son rythme. Alors il y a des blessures, il y a Lion de Freitas, également Fernandinho, le champion du monde qui s'est blessé, Texera qui est également blessé. Comment t'analyses toi un peu David ce début de saison du Sporting Paris? On sent que voilà, ça a un petit peu du mal, ça met un peu de temps à se mettre en place pour les Parisiens. Oui, bon, aussi, ils sont partis beaucoup de joueurs. Et cette année, maintenant, ils viennent de nouveaux recrues. Et l'adaptation aussi, même si c'est des joueurs très, très expérimentés qui sont joués au top mondial, l'adaptation, c'est différent. Et après, bon, je pense que quand tu joues contre une équipe que normalement, il doit être en bas des tableaux, bah, tu penses que tu vas gagner facilement. Mais on voit aujourd'hui bon, que les cas, Kingelsen il a fait son match et bah, bon, ils ont gagné les matchs. Est-ce que tu as pu voir un petit peu le match là aussi ou justement avec la blessure? Avec la blessure, tu n'as pu voir aucun match, je suppose. J'ai regardé de celui-là, j'ai regardé 10 minutes. Ok. J'ai regardé 10 minutes. Et de match d'Ajaccio Toulon, j'ai regardé un petit peu aussi. Ok. Qu'est-ce que tu as pu constater un peu sur ce match? Qu'est-ce qui a fait un peu la différence selon toi? Bah bon, je pense que Kingelsen il était plus réaliste. Il a marqué comme il devait marquer. Et après Sporting, je pense que bon, ça m'arrive plusieurs fois à moi quand j'étais dans une équipe que normalement c'est gagnant, c'est une équipe qui doit gagner tout le temps, que tu penses que tu vas gagner, que tranquille, il faut être tranquille, mais à la fin tu réussis pas, et bah bon, après il y a l'expulsion des gardiens de Sporting aussi, et bah bon, je pense que dans ces matchs-là, ils sont beaucoup de erreurs. Victoire finale du Sporting Paris, 5 buts à 2. Défaite du Sporting Paris, c'est victoire de Kingersheim, pardonnez-moi. Victoire de Kingersheim, 5 buts à 2 face donc au Sporting Paris qui enchaîne avec 2 défaites consécutives pour le Sporting Paris. 2 victoires consécutives en revanche pour le club de Kingersheim, ça va mieux pour les Alsaciens. On va tout de suite passer au troisième match. C'était le Paris Akasa qui donc affrontait les Normands d'Hérouville. Là aussi victoire assez nette des Parisiens, 7 buts à 3 avec l'ouverture du score de Mohamed Bendifala, le capitaine parisien qui a inscrit le premier but. Derrière il y a un contre son camp que vous allez voir juste là sur l'image, c'est Adamade qui vient en voulant essayer de contrer ce ballon, finalement marqué. Abdoul Ndiaye, impressionnant dans cette rencontre, Abdoul Ndiaye qui a donc marqué un triplé avec donc ce premier but. Et derrière, il y a également eu des buts, notamment de Tarek Baguit, de Youba Soumaré, de Yuri Madrouga, d'Adamade et de Soumaïla Diallo. Score final donc 7 buts à 3 pour le Paris Akasa face à Hérouville. Hérouville n'a pas encore gagné cette saison. David, à quel point la différence entre la D2 et la D1, elle est vraiment importante? Qu'est-ce qui est vraiment différent? Parce que on le voit, tu le disais, il faut trouver son rythme. Là, Hérouville, pour l'instant, a vraiment du mal à trouver son rythme. Il n'a toujours pas gagné, il n'a toujours pas fait également de match nul. Bah bon, les problèmes, je pense surtout, c'est qu'en D2, tactiquement, c'est un petit peu plus faible. Et tu peux arrêter plus de jeux, mais en DA, vraiment, ça va vite. Tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir. Tu as 1-2 secondes pour finir des actions. En D2, tu peux finir, tu peux réfléchir plus de temps.
Et après, on les voit que rapidement, dans la vitesse, ils vont comme des flèches. Et après, la finalisation, c'est bon. En D2, c'est bon. Tu rates plus. Tu peux rater plus, mais en D2, tout le monde va en direct de la cage. On le voit sur ces images, effectivement, les automatismes qui parfois sont peut-être un poil plus rodés du côté du Paris à Casa. Score final 7-3 donc pour les Parisiens qui forcément revivent un petit peu après 2 journées sans avoir gagné. Ça faisait 2 journées que les Parisiens attendaient cette victoire et donc toujours pas de victoire pour Hérouville et uniquement des défaites depuis le début de saison. On va passer au dernier match qui était diffusé sur Futsal Zone. On vous rappelle malheureusement qu'on est désolé de ne pas avoir pu diffuser Laval face au Kremlin Bicêtre. C'était bien évidemment totalement contre notre volonté, bien évidemment, mais tout sera de retour la semaine prochaine ou la prochaine journée de Dern Futsal. Match entre l'AC Ajaccio et donc le Toulon Elite Futsal. Donc David, tu nous as dit que tu as pu un petit peu suivre ce match. Victoire des Toulonnais 2-1 face à l'AC Ajaccio. Les Toulonnais qui ont ouvert le score avec un but notamment de Majin Saïd, un but également de Rodrigo Viana. C'est Kelson qui a réduit un petit peu l'écart à la fin du match. Qu'est-ce que tu as pu observer un peu sur ce match? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bon, je pense que ça, c'était plus tactique. Et bon, je pense que Ajaccio, par exemple, c'est une équipe que je pense qu'il va gagner plus de matchs. Je pense qu'il va rester en D1 et ils font de bon travail. Mais après, Toulon, comme d'habitude, bon, il y a des joueurs qui font vraiment la différence. Il y a des joueurs qui, dans les 1 contre 1, c'est des joueurs forts. Après, bon, Ajaccio l'a tenu pendant tous les matchs. Ils sont ramenés à Toulon jusqu'à la fin et bon, ils ont eu des occasions jusqu'à dernière seconde. Il y a un coup franc dernière seconde que, bon, c'était les 2-2. Ils sont inclinés à domicile, les joueurs de l'AC Ajaccio. Par contre, on le voit, il y avait du monde dans les tribunes, un beau gymnase. Ça, c'est forcément tout le côté professionnel, car on rappelle, l'AC Ajaccio est la première structure professionnelle à intégrer la première division de Dern Futsal. Victoire donc des Toulonnais, en revanche, 2-1. Les Toulonnais qui donc gagnent après 2 journées sans victoire. Et par contre, l'AC Ajaccio qui perd après 2 journées où là, il n'avait fait que gagner. Voilà un petit peu pour les matchs qui étaient diffusés sur Futsal Zone. Et donc, on vous le disait, Laval Kremlin Bicêtre qui n'était pas diffusé, mais qui sera de retour lors de la prochaine journée. Il y avait eu 2-0 pour Laval, des buts notamment de Souhel Mouhidine, de Soufiane El Mesrar. Et Laval qui reste donc pour l'instant la seule équipe invaincue dans cette D1 de futsal. Et David, écoute, on va passer au temps fort justement de cette 5e journée de D1 Futsal. Alors, temps fort, il y en a eu. On va parler des buteurs, on va parler également des joueurs de la semaine, ainsi bien que le MVP. D'abord, David, on va regarder ensemble les 5 buts du week-end. Le top 5 des buts, c'est en plein écran avec le son derrière vous pour à la maison. Et on revient juste après. Peut-être là, dans le dos de la défense. Ouais, superbe, hein. L'agressivité, elle est nantaise pour l'instant. Oh là là, le beau travail de Sandrade avec Adam Bélia. Et c'est Steve Bendali à la retombée de ce superbe travail collectif. Ah, et la belle image, on a vu Bendali remercier Adam Béliard. Ouais, ça fait plaisir aussi. Allez, Haddad face à Cholet. Oh, la superbe passe! Et le deuxième but pour Kingersheim sur cette superbe passe de Moussa Haddad. Moginho, le Brésilien, qui vient marquer et tromper Forgiarini. Ça fait 2-1 pour Kingersheim. Allez, Moussa Haddad face à Cholet, là un petit peu de réussite. Ensuite Haddad. Ah, bien joué et le pied gauche. C'est parfait, ça fait 2-1. Ils auraient pu le payer plus cher, les hommes de Sergei Padalinski. Paulini avec le bon travail, Kelson il est loin d'être terminé. Avec Kelson qui va essayer de frapper. Oh, Kelson magnifique. L'efficacité retrouvée pour Ajaccio avec ce nouveau but de Kelson, son premier but de la saison. Ajaccio revient à 2-1 face à Toulon. Oh, la balle frappe encore une fois, mais Mileves est sur la trajectoire. Attention, on perd le ballon un peu trop rapidement là. Oh, superbe. Quel but magnifique de Selim Méziani.
Ah, la relance totalement ratée là de Levesque et Mesiani. Superbe frappe sous la barre. Hérouville, beaucoup d'occasions pour les Parisiens dans le début de rencontre, et Hérouville qui est un petit peu mieux là depuis 2 petites minutes. Mais attention à ce ballon, quelle frappe pleine lucarne de la part de Sofiane Gamoudi. Il a laissé sur place Nabil Allah et la frappe pied gauche, magnifique, petit filet, pleine lucarne. Voilà un peu pour le top 5 début du week-end. Encore une fois, on a vu vraiment de très beaux chefs-d'œuvre. On va passer tout de suite aux joueurs du week-end, au MVP. Et donc ce week-end, David, on a élu Renatinho, qui, le Nantais, a inscrit un triplé. Alors, c'était assez serré avec Abdoul Ndiaye, notamment, qui lui aussi a mis un triplé. On aurait pu parler d'Emmanuel Giovinazzo, qui a inscrit un but et qui a fait un très bon match. Renatinho, MVP de la journée. Qu'est-ce que tu peux dire un peu à son sujet, David, toi? Ah bah sur Renatinho. Ouais. Bah bon, que c'est un excellent joueur. Moi je le connais déjà, je suis arrivé en 2012. Il est arrivé 2 années plus tard à Paris à Casa. Et moi je le kiffe comme joueur. Je le kiffe. Techniquement il est fort. Et je pense qu'il fait tout bien. C'est un joueur d'équipe, il fait tout bien. Ok. C'est un très bon joueur. C'est un coéquipier qu'on a envie d'avoir justement en club de par les qualités qu'il a. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, avec tous les joueurs que j'ai vus pendant les années, moi, c'est un coéquipier que j'aimerais avoir. Ok. Alors, petite stat d'ailleurs, David. Tu sais que ce n'est pas une blague, mais tous les joueurs qui sont venus dans notre émission, la journée d'après, soit ils ont été élus MVP, soit ils ont fait des super gros matchs. Parce que Renatinho, c'était le dernier invité de l'émission Futsal Zone. Donc, on va toucher du bois pour que ça t'arrive. Mais Renatinho, il était à ta place lors de la dernière émission. Triplé, MVP. Jean-François Dautel qui était venu également, il avait fait un très gros match après. Donc écoute, on va toucher du bois pour que ça t'arrive. Bah... Je te glisse l'info comme ça, ok? Ok. Bon, voilà un peu. Donc Renatinho, effectivement, élu MVP de la journée grâce notamment à un triplé. On va passer au 5 de la semaine. Alors je précise, c'est le 5 de Steven. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas de ma responsabilité. Mais Steven qui a donné donc son 5 du week-end. Emmanuel Giovinazzo dans les buts, ça paraît assez logique. Un but pour le gardien de Kingersheim. Un très gros match. Amin Bencherif, tout de même, un joueur du Golf Futsal Club qui est dans le 5 de la semaine. Ça, c'est intéressant. On va en parler, David. Renatinho, évidemment, qui est dans le 5 de la semaine. Ça paraît totalement logique. Abdoul Ndiaye, qui a marqué un triplé et qui est donc dans ce 5. Et Nito qui, toujours, même sans marquer, parvient à faire des différences. Tu parlais tout à l'heure, David, de joueurs individuels à Toulon qui arrivent à faire des différences. Je pense que tu faisais peut-être référence notamment à Nito. Oh, oui, bon, il y a quelques joueurs en plus, mais Nito, comme d'habitude, c'est un des joueurs plus forts des championnats français en contre 1. Amin Bencherif qui est dedans, ton coéquipier, parle-nous un peu de lui. C'est vrai qu'il a l'air de s'adapter plutôt bien aussi. J'avais pu commenter quelques matchs du Golf Futsal Club où là aussi il arrivait parfois à être bien placé, à faire les bonnes passes, à se montrer dangereux. Qu'est-ce que tu peux dire sur lui, sur Amin Bencherif? Oui, il a un très bon potentiel. Il a un potentiel de fou, comme on dit. Et je pense que, bon, aussi avec l'équipe d'Algérie qu'il a joué, ça fait pas longtemps. Il a fait passer un petit peu un cap, il est plus expérimenté, il se montre un petit peu plus comme il est. Et bon, ce week-end, dans ce but qu'il a marqué les doigts, il te donne la victoire sur un coup franc. Oui, clairement, il a été très bon, c'est pour ça qu'il est justement récompensé, Amin Bencherif, dans le 5 de la semaine. Voilà le 5 donc, bien choisi par Steven, Emmanuel Giovinazzo, Amin Bencherif, Nito, Renatinho et Abdoul Ndiaye. C'est ainsi donc qu'on vient conclure un petit peu cette partie sur les temps forts. David, on va passer tout de suite à l'interview et après, on terminera notamment cette émission avec les classements, mais tout de suite, c'est l'interview de l'invité. Bon David, on va en apprendre un peu plus sur toi, parler un peu plus tranquillement de ta vie. Déjà la première question, c'est la question qu'on pose traditionnellement à tout le monde, mais raconte-nous comment tu as débuté le futsal. Bon, j'ai débuté comme... J'étais goal quand j'ai commencé au futsal. D'accord. J'étais goal et bon, il y a un ami quand j'avais 14 ans qui m'avait dit hey, David, viens essayer un club.
Et bah bon, je ne connaissais pas trop au futsal, les clubs. Et apparemment, c'était les meilleures équipes dans ce moment-là. C'est Inter Movistar, que c'est une des meilleures équipes du monde. Bien sûr. Bah, j'ai commencé à jouer avec les petits dans cette équipe-là. Et bah bon, j'ai commencé dans une grosse structure avec des gamins très très forts. Et bah bon, j'ai réussi à m'adapter avec eux. Et donc, comment ensuite ça s'est fait, cette transition? Parce que le futsal, c'est un sport, c'est pas forcément le sport où on se dit tout de suite qu'on va devenir professionnel, parce que c'est pas financièrement aussi facile que dans d'autres sports comme le foot, comme le basket, comme le rugby. Toi, comment ça s'est fait cette transition de se dire, je passe des petites catégories à je deviens professionnel, ou en tout cas, même si je n'en vis pas, mais en tout cas, je fais que ça quasiment, et je fais beaucoup de futsal dans ma vie. Bon, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué parce qu'on est beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs très très forts, et il n'y a pas trop d'argent dans tous les clubs. Alors, bah bon, on peut te jouer bien, tu dois avoir bien un agent, ou si tu n'as pas un agent, tu dois bouger bien pour trouver les équipes qui réussissent à te faire vivre de ça. Alors, bah, c'est compliqué pour moi. Je pense que jusqu'à les 26 ans, 27 ans, je ne peux pas dire que je vis de ça. Okay. Maintenant, oui, mais avant, jusqu'à les 26, 27 ans, je n'ai pas gagné aussi pour dire non, je suis tranquille. D'accord. Alors, bah bon, j'ai travaillé à côté, j'ai fait des formations à côté, mais bon, maintenant je suis tranquille, j'ai presque 35 ans bientôt, et bah bon, maintenant je suis en train d'essayer de montrer toute l'expérience que j'ai eue pendant les années. Justement, tu parles de cette expérience, on va retracer un peu cette expérience. Dans quelques instants, on va te montrer des photos, mais avant ça, raconte-nous un peu ton arrivée en France. Donc, tu arrives en 2011 à ce qui est le Nantes Métropole Futsal, qui à l'époque ne s'appelle pas encore le Nantes Métropole Futsal. Comment ça se fait justement, cette arrivée en France? Bon, dans ce moment-là, j'étais un gamin un petit peu fou. J'aimais bien le futsal, mais bon, je voulais une expérience nouvelle. Et j'ai commencé dans cette année-là, ça s'appelait FCR. Et bah bon, j'ai travaillé, je ne gagnais pas de l'argent dans ce moment-là. J'ai travaillé et à côté, j'ai joué au futsal. Et bah bon, petit à petit, j'ai commencé à parler français, que c'était pas si facile. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien les langues, mais à la fin, bah, j'ai bien réussi et bah bon, je suis content. Et l'année après, bah bon, j'ai passé à Sporting, que vraiment c'était le plus gros club des championnats français. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France pour le futsal? Bah bon, il m'avait parlé un ami qui jouait avec Fabrice Acugno, avec l'entraîneur, que si je voulais aller, la première année j'ai dit non, mais la deuxième année, bah, ils m'ont laissé choisir entre jouer en Liga en Espagne. Mais mon contrat, mon salaire, c'était pas aussi haut. C'était trop petit, avec 20 ans, 19 ans. Et alors, bah bon, j'ai choisi la France pour gagner un petit peu plus d'argent. Mais si j'ai travaillé, et bah bon, à la fin, j'ai fait ma carrière en France. Tu parlais justement du Sporting. On va tout de suite voir la première photo. Première photo avec le Sporting Paris. Tu gagnes une coupe nationale, un championnat de France. Tu parlais justement de cette différence à cette époque-là où tu arrives de Nantes au Sporting. Et là, qu'est-ce que tu découvres un peu? C'est quoi les différences quand on arrive d'un club comme à l'époque Nantes pour arriver au Sporting Paris? Bon, je pense que dans ce moment-là, Nantes, c'était entre guillemets un petit club, entre guillemets, même si dans la formation, comme j'ai dit, Fabrice, il continue à faire un très très gros travail. Mais Sporting, il avait un très très gros budget. Alors, bah, tu te retrouves dans un club avec des joueurs top, qui ont beaucoup d'expérience. C'est des joueurs qui jouent beaucoup. Et bah, bon, ils te donnent. Bah, tu dois t'adapter, tu dois jouer bien parce que sinon, c'est impossible de jouer. Qu'est-ce que justement, sur quoi tu as dû travailler à cette époque quand tu arrives au Sporting pour justement augmenter ton niveau de jeu? Surtout sur la défense. Bon, j'étais fort
je pense que j'ai surtout du potentiel d'athlétisme. Alors, je cours beaucoup, je fais beaucoup d'efforts. Et je pense que Sporting, dans ce moment-là, il manquait quelqu'un qui défonce. Parce que bon, dans ce moment-là, j'étais un gros buteur. Je marquais en métropole dans ce moment-là 35 buts. Il me recrute Sporting. Mais à Sporting, il manquait quelqu'un qui défendait. Alors, je me suis adapté vraiment en train de défendre, même si j'ai marqué des buts, mais surtout dans la défense. Alors, bah bon, il m'a donné, avec ça, j'ai pris plus de temps de jeu. Justement, tu parles de ce temps de jeu qui a augmenté au Sporting Paris, une coupe nationale, un championnat de France. On va voir la prochaine image. Tu arrives ensuite au Kremlin-Bicêtre pour continuer cette aventure en France. Pourquoi justement ce changement un petit peu de club à cette époque-là? Bon, j'étais pas dans ce moment-là. J'étais sur France, je vais te dire la vérité, j'étais pas content pour les choix qu'ils m'ont proposé les 12e années que j'ai joué à Sporting. J'ai joué la Champions League avec eux et en décembre, j'ai décidé de partir à moitié de championnat. D'accord. Et bah bon, à moitié de championnat, j'ai rejoint KB United et bah bon, on gagne la Coupe de France. Et le championnat, c'est Sporting Paris. Et l'année après, je recommence encore j'ai re-signé avec KB United. Et cette année, on gagne Ligue et championnat. Et bah bon, c'était à Paris les deux équipes. Bah, KB United, j'ai réussi à faire un contrat avec eux. Et bah bon, à la fin, la vérité, c'est que je suis tombé encore dans une très très grosse équipe. Il y a une équipe qui faisait vraiment toujours, il était dans les top 3 ou sinon champion de France dans ce moment-là. Qu'est-ce que tu as découvert encore de nouveau au Kremlin-Bicêtre voilà, encore une fois, sur quoi tu as dû travailler? Tu nous disais à Paris, c'était peut-être la défense. Quand tu arrives au Kremlin-Bicêtre, sur quoi tu dois travailler pour jouer aussi dans cette très grosse équipe où il y a beaucoup de bons joueurs? La vérité, c'est qu'à KB United, déjà, je suis arrivé comme un joueur un petit peu plus expérimenté et c'était facile vraiment travailler là. Pourquoi? Parce que tu travailles avec Samat, avec Sid, avec Astin Aikoun, avec Yacine, les frères de Samat. Bon, c'était des joueurs qui ont travaillé avec Marcelo Sepa et c'était des joueurs qui ont une mentalité vraiment carrée. Alors, c'était facile. On se comprenait tous et la vérité entre étrangers et français, c'était un son. Alors, bon, c'était facile. La vérité avec eux, c'était vraiment facile. J'étais à la maison. Tu es donc au KB et après tu décides de changer de pays. Là, tu pars en 2015 en Italie. Tu pars en Serie A2 à Salinis. Alors justement, raconte-nous un peu pourquoi justement ce changement. Tu disais, voilà, tu étais bien au Kremlin-Bicêtre. Là, tu décides de changer de pays. Raconte-nous un peu pourquoi et comment ça se fait. Bon, dans ce moment-là, c'est pas ce moment, on décide beaucoup de joueurs partir. On pense que c'est le moment de changer de l'air. Et bon, au lieu de jouer en France, j'ai décidé de faire une nouvelle aventure dans notre pays. Alors, j'ai dit pourquoi pas en Italie. Et la vérité, c'est que j'ai passé une très très bonne année. Et bon, après, j'ai eu des offres en Liga, en Italie et tout. Mais à la fin, j'ai décidé de retourner en France parce que je pense que c'est l'endroit que plus je m'adapte. Et j'avais envie de gagner plus de titres. Et je pense qu'en France, quand j'ai joué dans les équipes, normalement, toujours c'était dans les équipes top. Alors, bon, j'ai retourné en France. Là aussi, qu'est-ce que tu as appris en Italie? Quelles ont été les différences avec la France au niveau du futsal, même si c'est la deuxième division italienne? C'était plus tactique. Je pense que c'était dans ce moment-là, maintenant il a changé beaucoup la structure des divisions en Italie. Mais avant, la Ligue 2, il avait 5 ou 6 joueurs étrangers pour équipe. Et bon, c'était plus tactique, mais pas aussi physique. Et bon, ça joue un petit peu plus futsal, mais c'est vrai aussi que seulement il avait 5 joueurs pour équipe et que c'était des gros joueurs. Et bon, le niveau, il était assez bon, normal, ça va. Tu restes donc en Italie de 2015 à 2017. On va voir la prochaine image. Là, tu arrives donc, tu retournes en France, comme tu l'as dit.
toujours au Kremlin-Bicêtre. Justement, comment ça s'est fait à ce moment-là? C'est toi qui les appelles? Tu leur dis, écoutez, je veux revenir, c'est eux qui t'appellent? Ça se passe comment ce retour en France? Bon, bah, on était toujours en contact parce qu'on s'est bien aimé. Le club il était sûr que j'avais parti. Et bah bon, ils m'ont proposé de retourner et d'essayer de structurer un petit peu plus. Et la vérité qu'avec le staff, il n'y avait aucun problème aussi. Et bah bon, ils m'ont convaincu. Ils voulaient faire une équipe pour gagner les championnats encore. Et bah bon, on a fait des performances. C'est vrai que cette année, c'était un petit peu plus compliqué dans l'année pour gagner les 12 championnats, les championnats et la coupe. Mais vraiment, on avait une très très grosse équipe et bah bon, on a réussi encore. Après ça, tu retournes dans un pays étranger, mais tu vas cette fois en Espagne. On va voir la photo. Tu pars en deuxième division du côté de Talvera. Là aussi, raconte-nous comment ça se fait. Donc là, tu retournes chez toi. On rappelle que tu es né en Espagne. Tu retournes chez toi. Comment ça se fait? Pourquoi ce retour en Espagne là aussi? Bon, avant j'ai passé pour Access, que j'ai passé une année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vas à Access après le Kremlin-Bicêtre, effectivement. C'est ça, j'ai passé à Access. J'étais une année aussi avec les joueurs de l'équipe nationale. Beaucoup, Kevin Ramirez, Adesama Mohamed, Suil. J'étais avec beaucoup de joueurs de l'équipe nationale. Et bah bon, à la fin, j'ai réfléchi, j'ai dit, allez-y, David, pourquoi pas retourner à côté de chez toi? Parce que bon, je voulais jouer à Madrid, que c'est où j'habite. Et j'ai cherché une équipe vraiment avec potentiel pour jouer de haut niveau. Alors, bah bon, ils m'ont parlé de ce club-là. Et bah, la vérité, c'est que bon, on a réussi à rentrer en playoff pour monter en Liga. Mais à la fin, on n'a pas joué parce que ça passait le Covid. Ah. Et mon équipe, il n'a pas joué les playoffs de monter en Liga à la fin. Comment ça se passe le retour au pays après avoir joué en France d'un point de vue futsal? Est-ce que tu retrouves des choses que tu avais quand tu étais petit où tu t'étais dit mais ça j'avais complètement oublié, ou alors non quand même pas parce que tu joues quand même avec les pros? Au niveau futsal, ça se passe comment cette adaptation? Très compliqué la vérité. Parce que bon, à un niveau physique, très bien, sans aucun problème. Je me retrouve avec des joueurs top qui sont en Ligue 2, mais c'est des joueurs de l'équipe nationale d'Espagne, qui étaient dans l'équipe nationale en Liga, beaucoup de joueurs qui sont anciens joueurs de Liga. On fait une très grosse équipe et bah bon, on a un très gros entraîneur. Et je me retrouve que bon, dans les entraînements, j'étais très bien, mais dans les matchs, il me manquait quelque chose. Et c'est quelque chose, bah, il se faisait la différence. Alors, j'ai pas joué beaucoup. Et bah bon, et à niveau mental, c'était compliqué parce que toutes les années, j'ai joué beaucoup. Et une année, te dit non, tu ne joues pas comme tu penses que tu dois jouer. Alors, bah bon, et petit à petit, j'ai commencé à gagner des temps de jeu. Et quand j'ai vraiment gagné des temps de jeu pour jouer, bah, ça arrivait le Covid. Et à la fin, bah, on n'a pas joué les playoffs. Ok, on va en reparler justement de après cette période Covid et justement de ton arrivée au Goal Futsal Club. Avant ça, on voulait parler de la sélection nationale dominicaine parce que on l'a dit, tu es né en Espagne, ton papa est dominicain et donc tu joues pour la République dominicaine. Raconte-nous comment ça s'est fait justement ce choix de se diriger vers cette sélection. Bon, le choix c'était que j'étais en train de faire des papiers pour essayer de jouer avec l'équipe de France. Ça fait plus de 5 ans en France et j'étais en train de faire les dossiers. D'accord. Mais c'était compliqué. J'ai réussi à faire les dossiers, les papiers ils sont périmés, après tu dois refaire des papiers, et tu dois passer un an et demi qui te donne l'ok, et à la fin, juste, ils m'ont appelé de la République dominicaine en train de me dire que, bon, que comme ils ont vu que j'avais mon père qui était dominicain, ils m'ont dit, David, on veut jouer le mondial, je pense qu'on peut avoir une bonne équipe, et on aimerait que tu fasses ta nationalité dominicaine. Qu'est-ce qui se passe? Que pour jouer avec l'équipe nationale dominicaine, dans une semaine, j'avais les passeports. Alors, bah, j'ai pris le choix parce que dans ce moment-là, j'avais déjà
30 ans, 32 ans. Et bah bon, pour l'équipe nationale, c'est vrai que bon, c'était pas sûr que je vais aller avec l'équipe nationale. Et en plus, je devais faire les papiers. Alors, fini les papiers. Alors, bah bon, j'ai pris des choix. Et bah bon, on a resté vraiment un match pour jouer le mondial. On a perdu contre les États-Unis 12-0. 12-0. Okay. Et bah bon, si on gagne ce match-là, on joue le mondial. L'année, ça fait 12 ans en Lituanie. Et bah bon, on a perdu. Donc voilà. là c'est terminé. Quoi qu'il arrive, la République dominicaine ne sera pas au mondial, ou alors il reste une petite chance? Non, ça c'était en Lituanie. Ça fait pardon, ok, oui, pardon. Au mondial de Lituanie, et maintenant, bah, ça s'appelle la CONCACAF. Ça rejoue maintenant l'année prochaine, mois avril, si je ne me trompe pas. Ça rejoue la CONCACAF, que ça joue en groupe de poules, et après des éliminatoires, il est 4 qui arrivent en demi-finale, bah, ils vont jouer le mondial. Ok. Le mondial. Alors on doit attendre jusqu'à la prochaine année pour voir si on est qualifié ou pas. Et justement, le futsal dominicain, comment il se porte? C'est quoi les différences, par exemple, que tu peux avoir par rapport à la France? Non, il ne s'est pas développé encore. Okay. En fait, maintenant, les choses qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il y a des joueurs européens en train de jouer dans différentes équipes. Et les choses, c'est que déjà dans ces photos-là, il y a 2, 4, 6, 8, bon, presque tout. Il y a seulement un joueur, le 12e capitaine, que c'est vraiment de République dominicaine, mais tous les autres, c'est des joueurs qui sont double nationalité. Ils jouent en Europe. D'accord. Alors, bah, bon, il essaie de faire maintenant un bloc européen parce que là-bas, ça ne joue pas au futsal encore. D'accord, ok. Et justement, toi, très honnêtement, alors bien sûr, tu l'as dit, le compétiteur que tu es a évidemment envie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que la République dominicaine a les armes pour se qualifier pour la Coupe du Monde? Ou alors peut-être que, comme tu l'as dit, c'est pas encore assez développé et qu'il manque peut-être quelques petites choses et que ça va être très très dur? Ou alors non, franchement, c'est possible? Les choses, c'est qu'au niveau de la partie latino-américaine, où on est, les équipes ne sont pas aussi fortes, à part de Guatemala, que bon, il a baissé un petit peu, mais Guatemala, c'est des équipes qui normalement, c'est des équipes qui sont bien. Et Costa Rica, les autres, ce n'est pas des équipes vraiment très très développées. Alors nous, qui on joue tous les jours en Europe, vraiment, je pense qu'on a une chance d'arriver jusqu'à là-bas. Mais les choses, c'est que comme ce n'est pas aussi développé, il n'investit pas beaucoup d'argent économiquement pour faire des entraînements, pour jouer des matchs amicaux. Alors ça joue beaucoup. Et nous, bah, on fait, cette année, je pense qu'on va faire, on est en train d'essayer qu'on fait plus d'entraînements et plus de matchs. Déjà, l'année dernière, on a joué en Colombie, contre Venezuela, Colombie, Salvador. On a joué un tournoi con nous là-bas. Et bah bon, ça n'a pas bien passé parce qu'on a resté dernière, mais c'est vrai qu'à niveau d'expérience, il nous a donné beaucoup d'expérience, mais il nous manque encore plus de matchs. On doit jouer plus de matchs parce que chacun joue dans son équipe. Alors quand tu arrives comme ça, bah, c'est compliqué. Mais quand même, on a une bonne équipe. On a une bonne équipe, une bonne équipe nationale. Et je pense qu'on a des possibilités. Même si on est comme ça, on a des possibilités. Bah écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. La République dominicaine, donc, qui a pour objectif principal de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'était intéressant justement de t'entendre là-dessus. Alors si je me trompe pas, tu es capitaine de l'équipe. Oui. Très bien. Je suis capitaine, oui. T'es justement le titre de capitaine, on va en parler aussi pour le Golf Futsal Club. Tu es capitaine défini, ou alors il y a plusieurs capitaines? En équipe nationale? Ouais. Oui, non, il y a plusieurs capitaines. Il y a aussi l'autre capitaine, c'est un joueur dominicain. Bah bon, ils ont choisi un joueur qui c'était surtout expérimenté parce que là-bas, ça ne joue pas vraiment futsal. Et bah bon, ils voulaient quelqu'un expérimenté plutôt qu'il essaie. Et c'est pour ça qu'ils m'ont nominé, je pense plus. Mais après, il y a un 12e capitaine qui c'est dominicain. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci de ces précisions sur la République dominicaine. On va tout de suite passer à la dernière photo, et c'est la photo forcément du Golf Futsal Club. Pardon. Tu signes donc pour la saison 2020-2021. Donc là, on recontextualise, tu nous le disais. Donc, tu es de retour en Espagne.
tu as du mal à t'adapter, mais finalement, tu commences à y arriver. Et il y a le Covid. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Bon, les choses, c'est que je ne suis pas renouvelé avec le club parce que, bon, il a décidé pas jouer les playoffs et à cause de Covid. Et bon, bah, le président Anthony Gandhi, il m'a contacté déjà en décembre quand j'étais en Espagne. Et j'ai dit, bon, c'est bizarre. C'était mon dos. J'ai dit, bah, c'est bizarre. Bah, bon, j'ai dit, quand on finit le championnat, on s'appelle. Il m'a réappelé, que j'attendais pas. Et bah, bon, il m'avait dit qu'il m'avait vu quand on avait joué la finale des Coupe de France. Il a bien aimé et que, bon, il voulait arriver en accord avec moi. Et la vérité que, bon, on a discuté pendant un mois pour arriver en accord. Mais vraiment bien. La vérité, c'est que rien à dire avec lui. Parce que à cette époque, tu rejoins le club est en Régional 1. Qu'est-ce qui te séduit dans le projet? Parce que on peut se dire sur le papier, David Rondon a gagné beaucoup de titres. Là, il retourne en Régional 1 alors qu'il joue en D2 espagnol. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de rejoindre ce club à ce moment-là? Bah, une nouvelle expérience. Parce que comme j'avais gagné déjà la Coupe de France 4 fois, les championnats en Liga et tout en DA, bah, j'ai dit, bah bon, nouvelle expérience et je vais de plus un club à monter petit à petit. Mais c'est vrai qu'à niveau des jeux, c'était compliqué pour moi. Parce que des sons en ERA, c'est vraiment autre histoire. J'étais comme joueur. Vraiment, j'ai donné mon expérience et mon niveau de jeu, mais après, c'est vrai que c'était plutôt en train d'aider au club à se développer pour arriver où on est. Ok. Vous passez de Régional 1 à 2e division, et après de 2e division, là, vous êtes arrivé en D1 de futsal. Qu'est-ce que ça t'a fait un peu, toi, justement, de retrouver la D1 de futsal, de revoir les joueurs que tu avais connus, les Abdesamad, les Sid, les Souel. Vous étiez toujours en contact ou voilà, vous êtes revus sur le parquet? Comment ça s'est passé? Non, sur le parquet, on s'est revus sur le parquet. Et bon, c'est bien. J'ai kiffé à tous les joueurs français de l'équipe nationale. C'était mes coéquipiers. Il y a des joueurs que j'ai joué 3 ans, 4 ans. Il y a des autres que, bon, j'ai joué une année. Mais la vérité, c'est que c'est exceptionnel les voix joueurs. Même si on joue en face, en contre. Mais la vérité c'est que c'est exceptionnel. Ok. Et là, Gaulle, actuellement, la saison, comment vous la voyez par rapport à ce que vous attendiez? C'est-à-dire que je m'explique, forcément, tu as le début de saison où il y a tout de suite des attentes, on se dit on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, et après il y a la réalité. Comment ça se passe, vous, pour l'instant? Est-ce que vous êtes là où vous étiez? Est-ce que c'est un peu plus dur que ce que vous imaginiez, ou est-ce qu'au contraire ça se passe mieux depuis le début de la saison? Je pense que c'est plus dur des choses que ça imaginait, mais bon, après, comme j'ai dit, je pense qu'avec le travail, si on travaille, à la fin, ça va arriver. Ça va arriver, je pense qu'on a une bonne structure derrière, mais ça passe toujours pour le travail. Et pour travailler la tête, c'est pas seulement physiquement, c'est pas tactiquement, mais dans la tête, si on n'est pas aussi fort, on est en train de jouer contre des joueurs qui jouent ça fait longtemps en Liga, en D1. Alors, si on n'est pas prêt et on lâche dans quelques minutes de match, bah, ça fait la différence aussi. Vous avez acquis votre première victoire, on le rappelle, ce week-end face à l'UJS Toulouse. Ça peut aussi donner de la confiance. Écoute David, merci pour cette interview. C'était la petite partie un peu interview. On a pris beaucoup de temps, mais c'était vraiment hyper intéressant de découvrir tout ton parcours. On va tout de suite passer à des petits quiz. Alors, je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure. On va faire un petit quiz d'abord sur tes coéquipiers. Comme ça, on apprend à connaître un petit peu les joueurs du Gaulle Futsal Club aussi. Et après, petite question sur quelques questions de culture générale sur le futsal. Ok ? Ok, on va voir. Alors, déjà, petite question, c'est qui est le plus? Donc, je te pose les questions qui est le plus et après un mot qui arrive. Tu me réponds du tac au tac. Ok ? Ok. Donc, qui est le plus fou au Gaulle Futsal Club?
quand tu dis plus fou, c'est quoi plus fou? Le plus fou, c'est celui qui, pour moi, il va toujours être là, il court partout, il danse partout, il s'arrête jamais, il fait il peut faire des pirouettes, voilà, il est fou, tu le vois, tu te dis, mais il est fou, ce mec. Bah, je te dirais Walid. Ok, Walid. Beterki. Beteki. Ok. Qui est le plus chambreur? Celui qui va toujours lâcher la petite blague, qui va toujours un petit peu vanner les autres. Hugo Hamada. Ok. Le plus fashion? Celui qui arrive à l'entraînement, il a toujours la dernière tenue, il fait attention à comment il s'habille. Papa, celui-là. Allez, si je vais dire Mathis, de l'équipe de France. Mathis, son nom de famille, je ne sais pas son nom de famille. J'ai toujours appelé Mathis. Ok. Qui est le joueur le plus technique dans l'équipe? Plus technique, la scène. La Ok. scène, le joueur qui a marqué le premier but ce week-end. Ok. La scène. Qui est le plus rapide? Amin, Bensari. Amin. Qui est le plus travailleur? Celui qui est toujours là, quand il faut arrêter à 18h, il continue, il est là toujours un peu en avance. Allez, si je vais dire Gabriel Lahoka. Ok. Gabriel Lahoka. Qui met le plus d'ambiance dans l'équipe? Hugo Hamada. Ok. Et enfin, dernière question. Qui est le plus connecté? Alors, on est tous sur nos téléphones à chaque fois, mais est-ce qu'il y en a un qui est vraiment un petit peu plus connecté? Il est toujours là à faire des photos pour les réseaux sociaux, etc. Papa. Je pense, bah, Hugo Hamada. Et bon, il y a un niveau professionnel, je veux dire que moi aussi. Ok. Parce que j'essaie de mettre des choses pour que les gens y voient. Alors, je vais dire Hugo Hamada et moi. C'est vrai que tu as notamment un compte Instagram très complet avec beaucoup de publications. Ça, effectivement, on peut confirmer. Justement, toi tu as vite compris ces enjeux des réseaux sociaux et à quel point c'était important. Oui, et bon, j'ai un photographe de Cabell United, Jérôme, que ça fait des années qu'on se connaît. Bah bon, c'est lui qui met avec la photographe qu'on a maintenant à Gual, Meras. Et bah bon, ils m'ont fait les photos, les montages. Et je pense que c'est important, vraiment important, surtout pour que les gens ils te voient. Parce que s'ils ne te voient pas, tu n'existes pas. Alors, je pense que c'est important que tu as des vidéos, des choses pour que les gens ils te connaissent plus. C'est vrai que oui, alors des réseaux sociaux, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que surtout dans des sports comme le futsal où il n'y a pas la télé, alors bien évidemment il y a Futsal Zone qui est là, mais c'est vrai que c'est parfois moins médiatisé, mais heureusement Futsal Zone est là pour ça. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont très importants au final. C'est ça. Après, comme tu as dit, en France, vous êtes en train de faire un très très bon travail. Moi, je vous suis dans la dernière année et je vois que chaque année c'est plus performant et en espérant que ça continue longtemps parce que je pense que c'est très très bon travail que vous faites. Bon, bah, merci beaucoup. Écoute, le message sera passé à toutes les personnes et toutes les équipes qui travaillent dessus et à Steven également. Écoute, merci David pour ce petit quiz. Maintenant, alors je vais pas t'en poser beaucoup, mais question de culture générale sur le futsal, ok? Moi, je suis très honnête, j'ai les réponses, donc forcément c'est plus facile. Mais je n'aurais su répondre à aucune question. Première question, qui a inventé le futsal? Oh, ça fait pas longtemps que je pense que c'est dans un pays latino-américain. Ouais. Mais je me rappelle pas. Non, mais ça fait pas longtemps que je l'ai vu. Ça fait pas longtemps, mais je me rappelle pas la vérité. Mais c'est en Latino-Amérique. Exactement, ça a été... Nicaragua ou... Je sais pas. C'est Juan Carlos Seriani Gravier. C'était où? Tu sais ou pas? Le temps que je retrouve sur mes fiches, il me semble que c'était en Argentine. Est-ce qu'on peut me confirmer ça en régie ou pas du tout? C'était en Argentine a priori.
Moi, Ok. j'avais cru voir ça, je te redis ça si dans mes fiches je Ok, le retrouve. Mais t'inquiète pour pas, moi, t'inquiète pas. c'était l'Argentine. Quel est, alors là, c'est intéressant. Quel est le premier nom donné au futsal? Avant que ça s'appelle le futsal, ça avait un autre nom. Quel est le nom donné en traduction française? Football de salon? Exactement, bien, 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 bien. Il est bon, Football hein. de salon. Celui-là, c'est ça, exactement. Le football de salon. En quelle année a été créé le futsal? Je vais te dire. Il a 5 ans. Pas rapidement. Sur les, je sais pas, 75, 80. Non, bien L'année avant. 75, 80. Avant? Avant, Ça ouais. fait 60 ans? Plus, c'était en 1930. Ok. Donc, Ça fait 90 ans, non? ouais, exactement. Ça fait exactement que 94. ça fait plus de 90 ans. 94. 94. Dernière question. En quelle année se déroule le premier championnat du monde de futsal? Dans quelle année ou dans quel endroit? Non, quelle année? Quelle année? Tout. Je vais te dire que ça fait. Je sais pas. 40 ans? Ça fait 40 ans? Je sais pas. C'est 40 ans. T'es pas très loin, mais donne-moi une date précise. Mais t'es pas très loin, hein. 1983. Ah, pas loin. 82. Ok. 82. Mais ouais, bien. Bon, t'as quand même quelques bonnes réponses quand même. C'est plutôt bien. Bon. J'en aurais pas eu aucune. Donc bravo à toi, David. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Écoute, on en a terminé avec ça. On va passer à la dernière partie de l'émission. Rapidement, on va parler du classement. On va parler de la prochaine journée. On y va tout de suite pour le classement. Donc, les classements après cette 5e journée de Dern Futsal. Là, on revient vraiment dans le jeu. Bon, l'Étoile Lavalloise est toujours première. Il n'y a pas de souci pour les Lavallois. Seule équipe à avoir remporté tous ses matchs. Nantes est deuxième. L'UJS Toulouse pour l'instant, donc après bien sa première défaite, est tout de même dans les 4 premiers. On salue tout de même Marie en régie qui a fait un très bon travail. Vous avez vu, vous avez les 4 premiers. Vous avez un peu le milieu du classement et vous avez à la fin les 2 équipes pour l'instant reléguées, donc le Gaulle Futsal Club, mais vous êtes à égalité avec le Sporting Paris. C'est Hérouville qui pour l'instant est vraiment en difficulté, 0 point un peu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le classement des clubs qui forcément bougera également après la 6e journée. On va passer au classement des buteurs également, c'est important, c'est la course dans la course. Soulfiane El Mesrar est pour l'instant en tête, Rodrigo Viana 2e place, Abdoul Ndiaye est donc remonté avec un triplé, il est désormais à 5 buts. On parle également de Souel Moudine 4e. Beaucoup de Lavallois, beaucoup de Nantais également, Kingersheim et Toulon représentés dans ces classements des buteurs. On va tout de suite jeter un œil au classement des passeurs. Ça, c'est aussi une autre compétition. Et c'est Moussa Haddad. Moussa Haddad qui était blessé la saison dernière. Il n'avait pas pu pleinement s'exprimer. Il est de retour cette année en D1 de futsal. Et ça marche plutôt bien pour le joueur de Kingersheim qui, pour l'instant, est le meilleur passeur avec 5 passes décisives, dont une réalisée à la dernière journée. On parle également des Lavallois. Diarra qui est pour l'instant à la 2e place. Et Nicolas Menendez, donc de l'UJS Toulouse, qui est à la dernière position de ce top 10 du classement des passeurs. On va jeter un petit coup d'œil au classement, David, que tu connais un petit peu parce que vous y étiez l'année dernière. C'est le classement de la D2. Pour l'instant, dans le groupe A, c'est Sangol qui est donc en tête. On rappelle qu'il n'y aura qu'un seul qualifié par groupe. Reims, Métropole et Orléans sont un peu plus en difficulté. Quelle équipe, toi, tu vois, David, que tu connais forcément bien ces équipes, ces poules, alors même s'il y a 2 poules, mais quelle équipe pour toi, dans ce groupe A, peut prétendre à la qualification à part Sangol? Bon, Tarenne, quand on a joué en Coupe de France, j'ai bien aimé. Ok. C'est une équipe qui joue au futsal. Ils nous ont mis en danger à domicile. Je pense qu'on a gagné 3-1, mais c'était pour des erreurs qu'ils ont commis que normalement ils ne doivent pas faire, mais je pense que Tarenne, il est pas mal. Ok, on va passer. Oui,
Les choses, c'est que les autres, il n'était pas dans mon pool. Seulement, Tarren, je les connaissais, mais seulement il était Sengol. Je pense que Sengol, il a changé de pool. Orléans, il était bien, mais je ne sais pas s'ils sont partis des joueurs parce qu'ils n'ont pas gagné aucun match. Justement, tu fais tout de suite une belle transition. Non, je te disais qu'Orléans, il était bien l'année que nous on était. Ok. Mais je ne sais pas s'ils ont perdu des joueurs. Ou pas. Ok, bah écoute, justement, tu vas pouvoir nous parler du groupe que tu connais un peu plus, c'est le groupe B, avec donc pour l'instant Garth Gibson qui est donc en tête et qui pourrait retrouver l'AD1 de futsal, le RC Strasbourg juste derrière un autre club alsacien, c'est le Fastat Futsal, et Plaisance qui est pour l'instant en dernière position. Là, tu connais peut-être un peu mieux cette poule, dis-nous tout un peu. Alors, qui pourrait accéder à l'AD1? Pour moi, Montpellier, je pense que bon, ils ont recruté de nouveaux joueurs. Je pense qu'encore c'est l'adaptation. Okay. Il y a des bons joueurs dedans. Garth Edison, l'année dernière, il était en difficulté. Mais cette année, bah bon, et ils sont là. Je les vois bien. Fastas, l'année dernière, ils ont fini en difficulté. Mais aujourd'hui, bah, je ne sais pas s'ils ont fait des nouvelles recrues. Et Booker, je connais quelques joueurs. Mais bon, encore, ils ne sont pas gagnés. Ok, on suivra ça de toute façon également à distance avec à chaque fois dans ces émissions les classements de la D1 et de la D2 également. Voilà un petit peu pour les différents classements, buteurs, passeurs, D1, D2. On va tout de suite parler des enjeux de la prochaine journée pour conclure l'émission. La prochaine journée, on sera les amis avec la 6e journée, pardonnez-moi, 6e journée, match très intéressant entre Kingersheim et entre Nantes. Kingersheim qui donc vient de gagner face au Sporting Paris, qui recevra Nantes, ça promet une belle affiche. Vous recevrez, David, le Paris Akaza qui s'est imposé face à Hérouville. Toulon, de son côté, recevra donc Hérouville au Palais des Sports. Le match top dont on va parler dans quelques instants, Béthune face à l'Étoile Lavalloise. Le Kremlin-Bicêtre qui donc reçoit l'AC Ajaccio. Et enfin, l'UJS Toulouse face au Sporting Paris. Là aussi, c'est une affiche très intéressante parce que il y a un an de cela, on aurait dit forcément peut-être que le Sporting était plus favori, mais là c'est un petit peu l'inverse cette année. Paris Akaza pour un prochain match, David, sur quoi il va falloir être vigilant face à cette équipe parisienne? Bah, je pense que surtout ils sont costauds, ils ont beaucoup de vitesse, mais bon, Marcelo c'est un très très bon entraîneur et je sais que bon, il va essayer de s'adapter aussi un petit peu pour essayer de gagner les matchs. Après, bon, on joue à domicile et surtout, on doit être costaud et plus fort dans les contacts à domicile. Parmi les affiches de cette journée, laquelle, toi, si tu dois en choisir une, laquelle te donne le plus envie? Je vais me mouiller un petit peu, comme ça je te laisse le temps de réfléchir. Moi, le petit UJS Toulouse Sporting Paris, il m'intéresse bien parce que là, Toulouse, c'est fort depuis le début de saison. Sporting Paris, on sait que c'est très fort, mais c'est un petit peu plus en difficulté. Donc j'ai hâte de voir ça un peu. Toi, quel est le match qui te donne un petit peu envie? Pour moi, bon, après, à part des miens, oui, bien sûr. Je vais te dire qu'il a un Bicêtre d'Ajaccio ou UJS Toulouse Sporting Paris. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ok, ouais, KB Ajaccio, c'est vrai que ça va être un beau match au gymnase du CAS où là on sait encore qu'à chaque fois il y a vraiment beaucoup d'ambiance, donc ça va être hyper intéressant et l'émission qui sera de retour également avec Steven. Le match top, on vous le disait justement, ce sera donc l'Étoile, le Nantes Métropole, non pardon je vais y arriver, ce sera le Nantes Métropole Futsal qui, donc non pas du tout, dites-moi en régie, j'ai complètement perdu la trame de l'émission. Ce sera comment? Béthune Laval, excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Béthune contre l'Étoile Lavalloise. Là aussi, ce sera un match très intéressant parce que Béthune sera dans la salle Verquin, 2500 places. Ils avaient déjà joué là-bas, les joueurs de Béthune, la saison dernière, qui reçoivent donc l'Étoile Lavalloise. Donc forcément, ça promet là aussi un très beau match que vous pourrez bien évidemment suivre sur Futsal Zone. Écoute, David, on va arriver à la fin de l'émission.